Vous écoutez les programmes d'Ifriqiya FM. Trésor d'Afrique célèbre la journée du 5 avril, journée internationale de la conscience décrétée par l'UNESCO. La conscience, étant en principe le propre de l'homme grand H, a été réduite en une qualité rare que nous retrouverons chez les plus éclairés. Pour la symboliser pleinement dans un contexte historique, mais aussi actuel, Ifriqiya FM rend hommage à Frantz Fanon, cet homme de conscience qui a marqué une grande page de l'histoire coloniale et dont l'impact de la pensée demeure vivace. Un rare enregistrement de son discours. Le racisme n'est pas un tout, mais l'élément le plus visible, le plus quotidien, pour tout dire à certains moments le plus grossier d'une structure donnée. Étudier les rapports du racisme et de la culture, c'est se poser la question de leur action réciproque. Ce racisme qui se veut rationnel, individuel, déterminé, génotypique et phénotypique se transforme en racisme culturel. L'objet du racisme n'est plus l'homme particulier, mais une certaine forme d'exister. À l'extrême, on parle de message, de style culturel. Les valeurs occidentales rejoignent singulièrement le déjà célèbre appel à la lutte de la croix contre le croissant. L'asservissement, au sens le plus rigoureux de la population autochtone, est la première nécessité. Pour cela, il faut briser ces systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, la razzia, le meurtre objectif se double d'une mise à sac des schèmes culturels, ou du moins conditionne cette mise à sac. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme. Une première phase, on a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, le groupe social racialisé essaie d'imiter l'oppresseur et par là de se déracialiser. La race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. Le corps à corps de l'indigène avec sa culture est une opération trop solennelle, trop abrupte pour tolérer une quelconque faille. Nul néologisme ne peut masquer la nouvelle évidence, la plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national. En conclusion, l'universalité réside dans cette décision de prise en charge du relativisme réciproque de cultures différentes, une fois exclu irréversiblement le statut colonial. Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Il y a urgence effective à relire Fanon, à l'étudier et à le réinterpréter dans les conditions contemporaines. Mais n'oublions pas que Fanon n'était pas seulement le penseur radical de la libération des opprimés, il était aussi un médecin. C'est quelqu'un qui savait soigner. Et donc ces deux dimensions, la dimension critique et la dimension de soins, je pense que nous en avons besoin dans le monde d'aujourd'hui. C'était Achille Bembe, professeur d'histoire et de sciences politiques, analyste et auteur. La conscience, aujourd'hui à travers la démarche de Frantz Fanon. Hamzat Boukari Araba, historien, spécialiste de l'Afrique et secrétaire général de la Ligue panafricaine,
Umoja. En 1925, on est à peu près 3-4 générations après l'abolition de l'esclavage. Et dans le récit national, il y a eu un travail d'assimilation qui a gommé en fait la période de l'esclavage. Fanon va découvrir de manière un peu brutale et radicale en comprenant qu'il n'est pas tout à fait français de la même manière que ceux de l'Hexagone. Donc la Martinique est une société qui à l'époque est structurée, racialement, socialement, économiquement, et Fanon grandit effectivement dans cet univers un peu particulier. Fanon se considère entre guillemets comme un esclave de la liberté, donc pour lui c'est vraiment un homme de principe, c'est un homme d'engagement, je pense que c'est très important de le rappeler. Il s'est engagé à l'âge de 17 ans dans la dissidence pour rejoindre les forces françaises libres, et lorsqu'il s'engage sur le front, notamment dans le Doubs et dans l'est de la France, il a le sentiment qu'il s'est trompé de combat, donc il envoie une lettre à ses parents où il explique qu'il a l'impression de s'être trompé de combat et qu'il regrette finalement d'être venu participer dans ce contexte-là à la libération de la France. Et qui effectivement un peu plus tard s'engagera du côté de l'Algérie, alors d'abord dans un contexte professionnel, et constatera sur place que son rôle est peut-être d'aller de l'autre côté, du côté des indépendantistes algériens, dans l'hôpital de Blida où il va arriver effectivement au milieu des années 50 pour prendre un poste de médecin-chef. Fanon, il a la tête d'un service et donc il peut développer un traitement en espace ouvert. Donc on sort en fait l'image du malade de la dimension de l'asile, de la dimension de l'incarcération, et on le réintroduit dans la société à travers des activités sociales, à travers des rencontres, à travers des ateliers, à travers en fait une socialisation qui prend compte en fait de la société, du milieu, de la réalité sociale qui est celle du patient. Il ne s'agit plus juste d'établir des diagnostics froids, mais vraiment de réintégrer le malade dans un collectif, dans un groupe, dans la société, avec l'idée que la société elle-même est malade et qu'il faut guérir donc également la société dans ce contexte-là. Et donc la prise en compte également de la religion, tout un ensemble de travail autour des infirmiers. Alors il arrive dans une société qui est ségrégée où les patients français et nord-africains ne sont pas traités de la même manière, ne sont pas gardés dans les mêmes lieux. Dans le cadre des patients nord-africains, ils sont incarcérés, enchaînés, ils ont des camisoles, donc il met déjà en place un processus de libération des corps, de libération de l'espace de circulation. Il met également en place des activités sportives, donc l'importance vraiment de libérer le corps, de permettre au corps de s'exprimer, des sorties, des visites, des cafés. Donc il réinscrit en fait le patient nord-africain dans sa culture en montrant l'importance justement de guérir l'homme. Et donc ce travail va l'amener en fait également à apparaître comme un allié finalement des Algériens et donc à être identifié aussi bien par les services français que par le FLN comme quelqu'un qui peut servir la cause algérienne dans un contexte donc de guerre d'Algérie. La colonisation déshumanise l'homme, la colonisation est une violence totale, une violence intégrale qui brise la culture de l'individu, qui l'aliène, qui le rend étranger à lui-même et qui a aussi des effets sur le colon. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il soigne aussi bien des patients nord-africains que des militaires, notamment français, qui participent notamment à la torture. Et donc, il voit bien comment le rapport de force, la violence est très présente et c'est quelque chose qu'il avait déjà évoqué dans Peau noire, masque blanc, dans la relation du noir et du blanc, autour notamment de la dialectique du maître et de l'esclave, donc la référence à Hegel, en montrant aussi le poids donc de la violence dans le processus de libération par rapport à la résistance, à l'oppression que subissent justement les colonisés. Alors ce livre, il est très important parce qu'effectivement, il démontre les problématiques autour du désir de reconnaissance, autour de la manière dont la race traverse les relations sociales, les relations intimes, et comment il est nécessaire en fait de combattre les préjugés qui sont le fruit d'une construction sociale. Il montre bien comment la race renvoie à des représentations qui font qu'on va désigner telle ou telle personne par des éléments ou des stéréotypes ou des phénotypes blanc, noir, alors que derrière il y a une humanité qui est en fait hiérarchisée. Donc il faut décoloniser la race et déracialiser l'histoire, notamment l'histoire coloniale. Et donc il faut revenir aux racines finalement du racisme qui sont des racines notamment économiques dans les
l'esclavage et dans les représentations sociales. Les damnés de la terre aussi, c'est un livre qu'il termine d'écrire quasiment sur son lit de mort. Alors c'est souvent présenté comme un livre testament, mais c'est un livre qui s'inscrit dans une trajectoire d'engagement, de prise en compte de la conscience nationale des peuples et en même temps de leur nécessité de penser une libération des peuples. Les damnés de la terre aussi met en avant l'importance de la paysannerie. Donc la référence du titre peut faire référence au communisme, mais c'est la question en fait du sous-prolétariat, de qui doit mener la révolution africaine, la révolution algérienne, parce que Fanon voit aussi très clairement les limites de ce combat anticolonialiste, la possibilité de voir émerger des bourgeoisies nationales qui reprennent quelque part la place du colon. C'est-à-dire que l'aliénation peut produire des élites africaines, etc., qui en fait ne se mettent uniquement que dans les habits du colon pour produire la même violence vis-à-vis du peuple une fois libéré. Et donc Les damnés de la terre est vraiment un livre phare qui va avoir une forte influence sur beaucoup de mouvements de libération, sur beaucoup de mouvements de résistance, que ce soit aux États-Unis avec le mouvement du Black Power, en Afrique du Sud avec la lutte contre l'apartheid, et dans tous les terrains où il y avait effectivement des luttes de libération dans les années 60-70, ce qui fait un peu de Fanon le prophète du tiers-monde, le prophète de la libération des peuples à ce moment-là. C'est vraiment un homme de théorie et de pratique, d'écriture et d'action, et c'est ça qui le rend extrêmement protéiforme dans le domaine de la politique, de la philosophie, de la psychiatrie, de la sociologie et de l'anthropologie notamment. Josie Fanon, épouse de Frantz Fanon, nous a quittés en 1989. Josie est la personne qui connaissait le mieux Frantz Fanon. Elle le décrit dans une interview de 1979, une archive rare conservée dans l'audiothèque d'Ifriqiya FM. En Algérie, à partir de l'indépendance de l'Algérie, j'ai continué dans cette même voie en faisant du journalisme politique. Je peux dire que je suis spécialisée en politique internationale. J'ai travaillé dans le quotidien national d'information qui s'appelle El Moudjahid, à la radio, dans différentes revues, dont l'hebdomadaire Révolution africaine, qui est l'organe officiel du parti algérien du Front de libération nationale. En 1962, j'ai acquis la nationalité algérienne par suite de ma participation et de celle de mon mari à la lutte de libération nationale de l'Algérie. Jusqu'à présent, j'ai cette nationalité. Il y a beaucoup de choses à dire sur Fanon. Je l'ai connu, nous étions très jeunes, je l'ai connu, j'avais moi-même 18 ans, il en avait 23. Nous nous sommes mariés en 52. Il est mort en 61. Il est mort le 6 décembre 61. Frantz Fanon était un Martiniquais qui, à l'époque, était un pays colonisé par la France, qu'il est toujours d'ailleurs, bien qu'il ait changé de statut, soit maintenant un département français d'outre-mer. En tant que colonisé lui-même, il a pu s'identifier à la lutte de libération d'un autre peuple, également colonisé aussi par la France, qui était l'Algérie à cette époque-là, et qui se trouvait avoir le même statut de département français que la Martinique. Donc, similitude de situation sur le plan de la domination étrangère, et rien de plus simple pour un colonisé que de s'identifier à un autre colonisé, surtout si c'est le même colonisateur. C'est une attitude qui devrait être la règle générale et qui devrait servir de base à une solidarité internationale, non seulement des colonisés, mais de tous les peuples qui sont encore exploités. Donc, il se trouvait en France où il avait fait des études de médecine, il était spécialisé en psychiatrie et il a demandé à être affecté en Algérie. Sur la liste des postes qu'il souhaitait occuper, il avait noté celui de l'hôpital psychiatrique de Blida. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés en Algérie en décembre 1953. À ce moment-là, la révolution était déjà en marche. La lutte armée a commencé exactement moins d'un an plus tard, 11 mois plus tard, le 1er novembre 1954. Il y avait déjà des partis nationalistes en Algérie. La lutte armée n'a pas été déclenchée comme ça, évidemment. Nous avions déjà un certain nombre de contacts avec les nationalistes algériens. Mais je pense aussi que son travail de psychiatre dans un hôpital psychiatrique en Algérie, colonie française, lui a permis de mieux comprendre aussi la situation interne à ce moment-là, de mieux percevoir tout ce qui était en ébullition, tout ce qui se préparait, non seulement par le contact avec les malades, mais par le contact avec les infirmiers, non pas les médecins, puisque la majorité des médecins étaient français à cette époque. Et il y a une observation qui est extrêmement frappante sur le cas d'un commissaire de police, que moi-même j'ai connu comme malade de mon mari, français, qui torturait des Algériens et qui lui-même est devenu fou
sous l'influence de la pratique de son métier, et qu'il soit rentré chez lui, attachait sa femme sur une chaise et commençait à la torturer. C'est quand il en est arrivé là qu'il est venu voir mon mari et qu'il a demandé à se faire soigner. Et les détériorations internes que provoque l'usage de la torture sur le tortionnaire lui-même. Personne ne sort indemne de l'usage de la torture. Au contraire, celui qui s'en sort le mieux, c'est certainement celui qui est torturé, parce qu'il garde son intégrité. Pas son intégrité physique, il peut mourir sous la torture, mais il garde tout de même son intégrité mentale, tandis que le bourreau ne la garde pas. Le bourreau, le tortionnaire, surtout dans le cadre d'un État, d'un régime, comme le régime colonial, qui en fait une règle, le tortionnaire qui applique la torture prétend réduire la victime à l'état de bête, de sous-homme, mais c'est lui-même qui le réduit à l'état de sous-homme. Je pense que tous les tortionnaires de tous les pays du monde se ressemblent. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de Fanon, c'est que ça n'était pas uniquement un théoricien, ce n'était pas quelqu'un qui est resté assis dans sa chambre, derrière son bureau, écrivant ce qu'il pensait de telle ou telle révolution. C'est quelqu'un qui a participé d'une façon pratique dans la vie quotidienne, qui s'est engagé, qui a même risqué à la limite sa peau, dans une action politique concrète, qui, dans le cas particulier, était une lutte armée de libération nationale. Ça n'était pas un homme, uniquement un homme de pensée. On parle souvent de Fanon comme le théoricien de la révolution algérienne. Non, c'était quelqu'un qui avait une activité pratique. Bon, il n'est pas monté au maquis, il n'a pas pris les armes. Et il aurait pu les prendre éventuellement. Mais il a travaillé au niveau politique. Il a été le représentant du gouvernement provisoire de la révolution algérienne au Ghana pendant toute l'année 60. Il faisait donc partie du ministère des Affaires étrangères du gouvernement provisoire. Et il a participé à différents aspects sur le plan politique, au niveau de l'information, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant tout ce temps-là, il n'a jamais perdu de vue son objectif, disons, professionnel, scientifique, médical. Il a toujours continué à exercer son métier de psychiatre. Ce n'était pas un médecin de clientèle, il n'a jamais fait de médecine privée. Il a toujours travaillé dans des hôpitaux. En Algérie, bon d'abord en France, ensuite en Algérie jusqu'en 1957 où nous avons été expulsés par les autorités françaises, et ensuite en Tunisie tout en participant très activement à la lutte dans le cadre du Front de Libération Nationale et du gouvernement provisoire. Il avait un poste dans un hôpital d'État tunisien. Et l'aspect scientifique de la vie et de l'œuvre aussi de Fanon, parce qu'il a écrit un certain nombre d'articles scientifiques qui ont paru dans des revues de psychiatrie, n'est pas très connu, mais c'est très important. Je me souviens très bien qu'il me disait, moi, après l'indépendance, quand nous rentrerons en Algérie, je continuerai à faire de la psychiatrie. Je ne serai pas un homme politique. Parce que, ce qui montre à quel point la psychiatrie lui tenait à cœur, et pas n'importe quelle psychiatrie, une psychiatrie révolutionnaire, à cette époque. Maintenant, c'est plus ou moins passé, en tout cas dans les pays occidentaux, dans la pratique courante, bien que la psychiatrie soit encore très très arriérée à mon avis, mais à cette époque-là, il a vraiment introduit des méthodes révolutionnaires dans la pratique psychiatrique. Il a commencé à faire ça justement à l'hôpital de Blida. Dans une situation révolutionnaire, ce genre de problème de classe, pas les classes qui collaborent avec l'oppresseur, les problèmes tribaux disparaissent, les problèmes régionaux, les problèmes de langue, tous ces problèmes, c'est pas qu'ils sont occultés, pas du tout. Il y a une sorte de fusion qui fait que ils sont résolus. Ils sont résolus par l'action. Fanon était un médecin. Pour moi, c'était simplement un homme que j'aimais. C'était mon mari, le père de mon enfant. Il faut essayer de travailler dans la direction qu'il a tracée et de continuer son œuvre. Il y a eu quelques ouvrages qui ont paru sur Fanon, surtout aux États-Unis, mais qui malheureusement ont été faits par des blancs, ont été écrits par des intellectuels blancs. On peut dire qu'ils considéraient la négritude comme une étape. Enfin, cette histoire de négritude a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde a qu'à voir ça de son côté pour plus ou moins son usage personnel. Fanon était tout à fait opposé à la conception de la négritude selon Senghor. On peut relire Les damnés de la terre et voir comment déjà, pas sur le plan de la question de la négritude, sur le plan de la politique, mais vous savez, tout est lié. La négritude est aussi une question politique. Même à cette année 1979, où pratiquement tous les pays du monde, à part l'Afrique australe, sont indépendants. Quand on parle de quelqu'un, de son action, il faut tenir compte aussi de la période historique dans laquelle il a vécu. Dans les Antilles dites françaises, il y a un certain nombre de groupes, d'organisations révolutionnaires qui luttent pour l'indépendance, avec les moyens du bord qui sont très difficiles. Et tous ces gens-là se réclament de Fanon.
Ce sont des gens jeunes qui ne l'ont pas connu, mais qui se réclament de Fanon. Et parmi les dirigeants de ces mouvements, il y a un tout petit nombre d'Antillais, Guadeloupéens ou Martiniquais, qui, pendant la guerre d'Algérie, ont déserté l'armée française pour rejoindre l'armée de libération nationale algérienne. Pas du tout en liaison avec Fanon, ils ne le connaissaient pas, ils n'avaient encore rien publié à cette époque. Sinon, Peau Noire, Masque Blanc, du moins, il n'avait pas publié Les Damnés de la Terre, Peau Noire, Masque Blanc et l'enseigne de la Révolution algérienne. C'était pas un mouvement qui était impulsé par Fanon. On le connaissait, on savait qu'il était là-bas, qu'il combattait, qu'il militait, mais c'est des gens qui eux-mêmes ont ressenti cette même nécessité qu'avait ressenti Fanon plusieurs années auparavant, de s'identifier à la cause. C'est un homme qui a vécu toujours d'une façon très intense. Et en plus, dans cette période-là, où il est vraiment devenu quelqu'un qui a pu théoriser et concrétiser aussi toutes ses aspirations, il n'avait pas le temps d'être nostalgique. On peut dire que c'était quelqu'un de passionné, animé par une grande passion, mais une passion canalisée. Nécessité d'action. On ne peut pas agir si l'on n'est pas passionné, ou alors on agit dans des voies qui ne sont pas intéressantes. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas se lancer dans une grande action, une action révolutionnaire. Pour moi, c'est impossible. Un révolutionnaire doit d'abord être passionné. Il doit être aussi romantique. Un révolutionnaire n'est pas quelqu'un de froid. Mais pour que son action débouche sur quelque chose d'utile, il faut qu'elle soit organisée d'une façon rigoureuse. Vous imaginez bien que depuis tout ce temps-là, si j'avais gardé des manuscrits non publiés, ce serait vraiment un crime. Il y avait un seul texte qui était inédit et que nous avons publié en 64 dans le dernier ouvrage, donc après la mort de mon mari, qui est apparu, c'est un recueil de discours, articles, qui est apparu sous le titre de « Pour la Révolution africaine ». C'était un texte qu'il avait rédigé pendant qu'il était au Mali, envoyé par le GPRA, parce qu'à ce moment-là, on projetait l'ouverture d'un front au sud du Sahara, un front militaire, évidemment. Et il était allé là-bas avec d'autres pour discuter avec le gouvernement de Modibo Keïta, notamment des possibilités d'ouvrir des bases opérationnelles dans le Sahara. C'est le seul texte que j'ai publié. Dans Les Damnés de la Terre, il y a justement l'analyse de la création de ces bourgeoisies nationales après l'indépendance, qui partait de ces observations qu'il avait pu avoir en Afrique occidentale. On recommence à parler de Fanon. Il semble que pendant longtemps, il y a eu une sorte d'oubli de Fanon. Et puis maintenant, et c'est vrai, par exemple, l'année dernière, l'ONU, le comité spécial contre l'apartheid de l'ONU, a organisé une session, une réunion spéciale commémorative sur Fanon. Mais ils ont mis un peu sous le bois sous l'œuvre de Fanon. Mais pendant tout ce temps-là, son œuvre cheminait dans les mouvements de libération. Vous savez que c'est une chose extraordinaire de savoir que tous les mouvements de libération du monde, et moi je connais bien le problème, c'est pas parce que je suis la femme de Fanon, mais parce que par mon travail, je suis en contact avec ces problèmes. Depuis les Black Panthers, les Noirs américains, en passant par les Palestiniens, ne parlons pas des mouvements de libération africains, mais les Iraniens, la révolution iranienne, je suis allé au début de l'année en Iran, les révolutionnaires iraniens connaissaient les œuvres de Fanon sur le bout du doigt. Elles ont circulé clandestinement pendant toute la période de répression. Il y a eu un cheminement en profondeur de l'œuvre de Fanon et de la pensée de Fanon. Ça n'a jamais été oublié par personne. Ça a été repris et appliqué par les différents mouvements révolutionnaires du monde, par les jeunes intellectuels des pays africains. Même au Zaïre, il y a des étudiants qui ont fait des thèses sur Fanon, il y a des journalistes qui ont fait des émissions à la radio sur Fanon, etc. Ça montre non seulement la permanence de la pensée de Fanon et son dynamisme, qui n'est pas terminé. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait cristallisé à un moment précis de l'histoire. Et puis qu'après, on s'est aperçu que, mon Dieu, mais on sait tout ça c'est vrai, depuis si longtemps, et on n'avait jamais réussi à le formuler correctement. Ça prouve aussi autre chose quand je vous parle des Noirs américains, des Palestiniens, des Iraniens, des Sud-Africains et des Caraïbiens. Ça prouve l'internationalisme de la pensée de Fanon. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ça montre aussi que l'œuvre de Fanon n'est pas une œuvre achevée. Je n'aime pas qu'on parle des damnés de la terre, par exemple, comme le testament politique de Fanon. Dans son esprit, ce n'était pas un testament. Il n'a pas voulu coucher sur le papier ni ses dernières volontés, ni une somme théorique. C'était un début. Dans son esprit, c'était un début. Et les révolutionnaires du tiers-monde, particulièrement, puisqu'on parle évidemment du tiers-monde en ce moment, qui se sont imprégnés de la pensée de Fanon, doivent avoir cela dans l'esprit comme des lignes directrices.
Il a su qu'il était atteint de leucémie 1 an avant sa mort, et comme il était médecin, il savait qu'il était condamné dans un délai plus ou moins long. Mais on a découvert l'existence de la maladie en décembre 60. Il est mort en décembre 61. Et il a écrit Les damnés de la terre. Dans une période très très courte, il a écrit Les damnés de la terre en à peine 4 mois. Entre février, mars et avril. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'avait pas le temps de penser. Finalement, il n'avait peut-être pas le temps de penser à lui-même. Donc il n'avait pas le temps de penser à sa mort. Il s'est battu contre la mort. Il ne voulait pas mourir. Olivier Fanon, fils unique de Frantz Fanon, foncièrement algérien, nous parle de son père. Peau noire, masque blanc est un peu le miroir que Fanon a écrit en s'adressant aux Antillais ou autres qui veulent se blanchir. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes, mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On se rappelle que l'Algérie était en guerre, il a été approché donc par les camarades pour les rallier, donc il n'a pas hésité une seconde. Il avait une double vie, qui était connue par les maquisards du FLN, il avait une double vie, il soignait les malades donc hospitalisés, et parallèlement il soignait aussi des blessés qui étaient évacués donc par les camarades combattants, et qui faisaient admettre comme des malades psychiatriques, donc il faisait de faux billets d'admission à l'hôpital. Et le soir même, il allait sur les hauteurs de Blida, dans les montagnes de Shrea, avec des camarades médecins, et ils allaient soigner sur place les Algériens qui étaient victimes de l'armée française. Il a écrit au général Lacoste, qui était le ministre résident de l'Algérie, une lettre de démission, dans laquelle il disait qu'il ne pouvait plus collaborer à cette opération de colonisation, et qu'il ne pouvait plus être le complice de l'armée française. Quelques jours après, il y a eu un arrêté d'expulsion qui a été pris contre lui, et il a rejoint donc l'ALN à Tunis. Mon père était un des membres du gouvernement algérien de la République algérienne provisoire, le PRA. Je me souviens des réunions surtout qui avaient lieu à la maison avec ma mère et tous les membres du gouvernement provisoire. C'était fait dans une sécurité maximale. J'avais 5 ans. J'étais vraiment très très impressionné par toute cette animation autour de mon père. Et pour moi, mon père était l'homme le plus important dans ma vie, quoi. Les damnés de la terre, donc, qui était le dernier livre que mon père a produit, a écrit, constitue pas le testament de Fanon, puisque Fanon n'est pas une fin en soi. Fanon est en action. Tous les damnés de la terre sont concernés par Fanon. On peut aujourd'hui, sans aller très loin, en restant en France départementale, en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, il y a des Fanons en Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi, Fanon est toujours vivant. Et ses idées, ses écrits sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Des ouvrages, des colloques, des articles et des films ont été consacrés à la vie et à l'œuvre de Fanon. 2 grands films ont été diffusés sur les écrans du monde entier. Le premier, réalisé par Jean-Claude Barny, et le deuxième par Abdelnour Zahzah. Les motivations de ces 2 cinéastes traduisent la conscience collective portée par l'histoire. Vous écouterez Barny et Zahzah successivement. Leurs propos seront précédés par les bandes annonces de leurs films. Aux colonies, l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en 2. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ah mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux, et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Pas le droit de se défiler. Mais enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou
la trahir. Moi, comme vous. Il y a une certaine légitimité de par évidemment mes origines antillaises, et moi, Fanon, j'ai découvert en banlieue parisienne à l'âge de 16 ans. C'est pour moi une vraie découverte aussi, mais aussi une sorte de bing bang intérieur, parce que dans ces années-là, quand tu arrives dans une banlieue parisienne et tu viens des Antilles, il y a forcément un mot qu'on appelle la fracture. De bouleversement, et à un moment tu sais pas trop si le grand écart tu vas l'assumer, et puis forcément tu es tiraillé par une violence intérieure, et puis quand je rentre dans cette bibliothèque Robert Desnos, tu vois, il y a des choses comme ça qui te marquent à jamais, et moi c'est un trauma sur lequel je me suis vraiment appuyé pour devenir ce que je suis devenu. Quand je rentre dans cette bibliothèque, il y a tout un pan de livres sur le leadership, sur les leaders de ce qu'on appelle les icônes de révolution, et tu vois, c'est vraiment ces époques-là où tout d'un coup il y a une certaine prise de conscience, mais globale, pas que pour les afrodescendants, ou pour c'est le citoyen qu'on essaie de reconscientiser. Moi j'ai 16 ans. Je prends ce bouquin, je rentre chez moi, je dis tiens, Peau noire masque blanc, je vois déjà qu'il y a des choses un peu caricaturales dedans, en projection. Et puis quand je le lis, mais je me retrouve totalement dedans. Et je l'avale comme si c'était un peu de moi-même. Et tu vois, et c'est là qu'est important, que je vois vraiment que parfois, des livres appartiennent à des générations, mais appartiennent aussi à des gens racisés, parce que ça permet de désamorcer une violence intérieure et d'incompréhension. Et je te promets que quand j'ai ça, je me vois totalement dans tout ce qu'il raconte. Et tous les rapports que j'ai avec mes alter-ego, j'arrive à me retrouver schématiquement. Et puis, ce livre me permet aussi de réfléchir sur moi, et vraiment, dans toutes les années de 16 ans jusqu'à 20 ans, c'est un livre qui m'accompagne, mais dans chaque journée de ma vie. Chaque journée, je prends des références dans le livre pour me comporter de telle ou telle façon. Et puis, quand je comprends que je vais devenir cinéaste, je me dis que le premier personnage de premier long-métrage, je vais rendre hommage à Fanon, et d'une façon presque intuitivement, et c'est là que je comprends, voilà, il va faire partie de ma vie. C'est à ce moment-là que je comprends que ce monsieur va faire partie de mon cinéma et de ma vie. Mais il y a aussi une sorte de vécu qui fait qu'à un moment, il y a des choses que vous mettez dans la bouche de vos personnages. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. Le colon, pour trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Je reçois Jean-Claude Barny, réalisateur du film Fanon. Une société qui accule ses membres à des solutions de désespoir, à la violence, est une société non viable. C'est une société à remplacer. Le devoir du citoyen, le vôtre, le mien, est de le dire. Le peuple colonisé est présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, incapable de gérer ses propres affaires, sans histoire. Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, pour trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. Et la première chose que l'indigène apprend à faire, c'est à rester à sa place. C'est un homme qui est plein de nuances, qui est plein de triples double vie. C'est aussi quelqu'un qui est assez complet, et aussi je me suis positionné comme un cinéaste. Et pour moi, montrer Fanon à Blida, c'est aussi prendre la partie la plus intéressante, à mon sens, de sa vie, dans laquelle il s'est complètement retrouvé. Il va vers son destin. Arrivé à Blida, c'était une époque coloniale où la France et c'est là, je pense que tout son bagage dans lequel il est ancré. Il a déjà écrit Peau noire masque blanc quand il arrive là-bas. C'est aussi quelqu'un qui a aussi connu arrière-grand-père petit-fils esclave. C'est aussi l'époque post-coloniale de la Martinique. Donc il vient chargé de beaucoup de choses. Et donc ce qui va là-bas, c'est aussi un miroir de ce que lui a vécu en Martinique et ce qu'il a reçu comme claque Racel pendant son engagement dans l'armée de libération. Et c'est difficile, je répète encore, parce que évidemment, il faut faire des choix dans le cinéma. Et moi, j'avais envie de faire vraiment un vrai film, à la fois plein de rebondissements. Et je trouvais que cette époque-là, même si évidemment c'était une époque tristement historique, il y avait de la matière pour nous, quoi. Et je me dis, bon, si on fait ce Fanon-là, il faut à la fois essayer de trouver une matière en termes d'image pour donner aux spectateurs tout ce que vit dans les traumas, comment on les met en perspective. Et du coup, on a imaginé ce monde un peu parallèle où tout d'un coup, Fanon, par son hypnose, par sa façon de consultation, arrive à comprendre. Je crois que la richesse de Fanon, c'est aussi d'avoir aussi vachement expertisé l'époque coloniale. Je pense que c'est là où ces écrits ont une force, et moi je voulais absolument déconstruire en tout cas le racisme, comprendre
où il naît, où il se niche et comment il arrive en termes d'aliénation. Et il y avait tellement à faire, tellement à dire qu'on s'est concentré sur une période bien donnée. Dites-moi, libérer les patients, c'est une idée à vous? Je n'enchaîne pas les patients. C'est pour leur propre sécurité. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Eh bien, dans mon service, nous aurons le même traitement que les patients européens. Les mêmes droits. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Les Nord-Africains sont plus violents, plus primitifs, absence de lobe préfrontal. Poro, notre maître à tous, c'est lui qui a fondé cet hôpital, il sait de quoi il parle. Ce sont des hommes comme vous et moi. C'est vous qui avez choisi l'Algérie pour votre premier poste? Vous pensez que j'aurais été plus légitime à soigner mes congénères antillais? Je vous préviens, Fanon. Au moindre incident, je vous tiendrai personnellement responsable. Ça tombe bien, monsieur Darmin. Je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités. La discrimination, en tout cas, la désignation de ceux qu'on appelait les indigènes, était d'abord une désignation scientifique. C'était d'abord détruire, en tout cas, l'humanité chez l'autre, en l'expliquant que c'était un animal qui n'était pas du tout dans l'ordre de l'humain et qu'on avait le tout droit de le regarder avec, c'était classé socialement. Quand vous, au point de départ, c'est vous qui partez lui enlever le moyen de se développer, quoi. Et c'est tout ça qui est un peu insidieux dans l'époque coloniale, et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, il y a un non-sens, c'est qu'en fait, quand on a retiré la possibilité à des continents, à des populations de pouvoir s'élever, de se nourrir de sa propre richesse, et aujourd'hui, il y a une sorte de déflagration naturelle qui fait que, un rééquilibrage est nécessaire, quoi. En fait, je pense que c'est qu'ils viennent d'une nouvelle dogme qui est celle de l'école de Toscaès. Et quand il arrive à Blida, il est nourri de quelque chose d'un renouveau. C'est une nouvelle méthode. La première méthode, c'est d'arrêter la lobotomie. Ça, c'est quelque chose de radical. C'est aussi de détacher physiquement tous ceux qui sont enchaînés et qui sont, je veux dire, à la fois symboliquement et puis physiquement, absolument les détacher. Mais c'est surtout de mettre une sorte de proposition à travers le jardinage. Les faire se réinventer à travers le fait qu'ils puissent à un moment, comme tu dis si bien, se réinventer, travailler par leurs propres mains, peindre, jouer au football. Enfin, ils mettent des tas d'activités à l'hôpital de Blida pour que tout d'un coup, ces malades-là, ce qu'on appelait les fous vulgairement à l'époque, donc c'est donné des malades et puis des fous, ces malades-là puissent se resocialiser. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait ça aussi à la fois pour, j'ai dit le mot indigénat, pour les malades algériens, mais il fait ça aussi pour les malades français, quoi. Et c'est ça qui m'a plu dans les différents travaux dans lesquels j'ai pu lire, c'est que il a qu'une obsession, c'est de travailler avec les deux. Je suis convaincu, en tout cas, que dans ce qu'on a essayé de faire à travers le film, c'est aussi de mettre en image des choses qui étaient très fortes visuellement. Et c'est vrai que quand je pense à tout ce qu'on aurait pu faire, je me dis non, il a fait faire des choix qui étaient marquants et puis surtout qui étaient dans la responsabilité de pas trahir la parole de Fanon. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de Fanon, on met toujours en avant le littéraire, celui qui a écrit Ponon Mascubon. Et parfois, le côté psychiatre qui est avec une vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'il est vraiment maître à bord et puis il peut mettre en action concrètement tout ce qu'il a envie. Moi, j'ai évolué dans un milieu où c'était beaucoup plus facile de connaître le parcours de Martin Luther King, de Malcolm X. C'était plus facile de savoir qui ont eu des parcours aussi durs que Fanon, hein. Quand on parle de Malcolm X, c'est pas à attendre. C'est quelqu'un qui avait des idées très radicales. Donc, on aurait pu aussi l'interdire, l'occulter, faire en sorte que ça arrive pas sur des jeunes de banlieue, que ce soit pas devenu une icône un peu pop, parfois, ça, je suis certain. Mais il aurait pu avoir le destin en France que Malcolm. Mais au contraire, on a laissé rentrer cette iconographie, on en a fait une sorte de popularisation, d'icône de révolution, mais qui était loin, donc qui était inoffensif presque. C'était aussi une façon de nous neutraliser et d'aimer quelqu'un qui n'avait pas d'action forte. Et que quand tu tombes sur Fanon, tu te rends compte que c'est un Big Bang pour chacun d'entre nous. Et c'est là où je me dis, oui, effectivement, il n'y a pas de naïveté. C'était vraiment une façon de l'ostraciser pour qu'on puisse nous regarder ailleurs. Et c'est encore partout pareil. Enfin, c'est souvent la même rhétorique, quoi. C'est qu'on préfère que vous aimez quelqu'un de là-bas et vous épousez la cause de ceux qui sont là-bas, mais quand c'est une cause qui peut être nocif à l'intérieur même du pays dans lequel vous vivez, non, c'est neutralisé, c'est pas bon pour vous, et puis on fait tout pour vous cadasser, quoi. Et puis c'est à nous tous ceux qui sont dans sa parole, dans son action, de dire voilà aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas porter cette parole-là et avoir l'action de défaire, redéfaire, quoi. Donc c'est plutôt pas à lui, mais c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pensée, cette action aujourd'hui. Pour moi, l'histoire de ce film, c'est vraiment le début et la fin de l'écriture. C'est vraiment l'œuvre la plus prophétique au sens propre, la plus marquante de chez Fanon, mais c'est aussi celle qui permet à chacun d'entre nous de comprendre comment le système, parce que pendant très longtemps, quand on parlait de racisme systémique, on ne savait pas de quoi on parlait. On disait mais non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on peut dire que le racisme est systémique. Par ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant, il y avait un flottement des non, mais c'est pas vrai, le citoyen peut l'être sans que le système y ait induit. Et quand moi je disais Fanon, je comprenais très bien que la discrimination n'est pas quelque chose qui est né
dans notre corpus. C'est quelque chose qui est né de l'éducation de laquelle nous avons reçu pour discriminer une population qu'on dit inférieure pour tout ce que je dis tout à l'heure. Et l'œuvre Le Dernier de la Terre, pour moi, c'est vraiment l'outil pédagogique, mais vraiment l'outil pédagogique qui permet à tout un chacun d'avoir une réflexion sur son propre parcours, quoi, et de voir comme un tensiomètre si réellement on est du bon côté. Est-ce que c'est pas un livre qui, en tout cas pour moi ça a été ça, qui nous révèle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois il y a une musique, il y a un livre qui nous permet de se révéler soi-même. Et moi, à travers ce film-là, j'ai pu m'accomplir parce qu'il y avait Les Derniers de la Terre. Si j'aurais pris un autre sujet, je suis pas sûr que je serais arrivé à ce niveau d'exigence avec, tu vois ce que je veux dire, avec ce que j'ai fait. Et je pense que c'est Les Derniers de la Terre, ce qu'il y avait dedans, qui m'ont permis de me sublimer, d'aller chercher quelque chose que j'aurais pas pu atteindre à travers mon propre cinéma. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui nous pousse à sortir de nos limites, de casser le plafond de verre? Par son organisation et sa disposition, cet hôpital est l'un des meilleurs hôpitaux de France et sans doute le meilleur en Afrique. Dorénavant, on se réunira 2 fois par semaine pour parler. Parler de quoi? Et vous ne vous appelleriez pas Fanon? Oui. Vous êtes chanteur, non? L'hôpital est malade. Pour le soigner, il faut soigner le personnel soignant. D'abord, il faut ouvrir les murs. Il faut ouvrir les comportements, les caractères, les visages, les attitudes, les esprits, les idées, enfin. Manquez plus que ça. Les malades qui vont sortir librement de leur pavillon. Village Joinville ressemble au reste du pays. Quartier européen pour une minorité, village nègre pour le reste de la population. Laissez tomber, docteur. Les ignorants ne peuvent pas guérir. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Au Maki, j'ai vu des moudjahidines qui essuyaient les larmes de leurs femmes, qui avaient été violées sous leurs yeux. Ce qui me tue, c'est les tortures. Des fois, ça m'arrive de torturer plus de 10 heures par jour. Pourquoi vous l'avez tué? Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans les inférioriser de part en part. Dans le monde de la psychiatrie, les Porot, Bardona sont plus connus que votre Toscaïès qui joue au foot avec ses malades. Allez, monsieur du gouvernement, ils disent qu'il n'y a pas la guerre en Algérie. Ils croient quoi? Que la police, elle va remettre l'ordre tout seul? Moi, je vous le dis, docteur, c'est la guerre. Et quand ils s'en apercevront, ça sera trop tard. Il est où, maintenant, votre docteur envoyé par Dieu? Rien ici ne vous appartient. Visage désespéré, ventre résigné. Et qu'importe si ce pays est beau, et je préfère m'arrêter là. Nous connaissons Fanon qu'à travers les photos. C'était un fantasme de le voir personnifié dans un film, bouger, travailler, vivre. C'est pour ça que j'ai fait ce film. On n'a pas analysé encore la colonisation vue de l'intérieur, qui se basait entre autres sur une médecine coloniale et colonialiste, y compris dans le domaine du psyché et de la psychiatrie, et symbolisée dans cet hôpital de Blida qui a été créé par des médecins coloniaux et adeptes de la théorie du primitivisme. Ils ont écrit, théorisé et ils ont défini l'Algérien comme dépourvu de morale, d'intelligence abstraite, impulsif, donc tueur, violeur, voleur, voilà. Le colonialisme a toujours trouvé des justificatifs, surtout sur le plan médical. Et ces théories, je viens de vérifier ça sur Internet, écrites dans les années 20, rééditées jusqu'aux années 70. Fanon, il disait, il y a des quartiers européens et des villages nègres. C'est le propre de la colonisation. Le peuple colonisé est un peuple qui n'existe pas. C'est des ombres, c'est des silhouettes. Et Fanon a eu le courage de dénoncer ça, non seulement à partir d'un pays colonisé, qui était l'Algérie, mais à partir de l'hôpital, qui est le bastion de ces théories. Par le travail d'abord, et plus tard par les textes, notamment dans Les Damnés de la Terre, etc. Son 5e chapitre des Damnés de la Terre, Guerre coloniale et troubles mentaux, où il dénonce la maladie. En tous les cas, cette colonisation, c'était pas sain du tout. Il le dit, c'est un milieu anxiogène et maudit. C'est comme ça qu'il l'a qualifié
Dans sa lettre de démission, quand il allait rejoindre le FLN et la LN en lutte, il dénonce même en humaniste, en médecin, la maladie des colonisateurs. Dans les années 50, il n'y avait pas de médicaments et c'était l'enchaînement. On enchaînait les malades et les médecins, surtout les médecins-chefs comme l'était Fanon, ne croisaient jamais les malades. Il y avait des intermédiaires entre eux, c'est les infirmiers, c'est les apprentis psychiatres, etc. Et Fanon a laissé cette image qui restait très vive dans la mémoire des blidéens, en tout cas, des hospitaliers. C'était le médecin qui est rentré dans une cour pleine de malades et où il touchait les malades. C'est de reconnecter le malade à son environnement affectif. Fanon était un médecin-chef nommé par décret ministériel, ça veut dire que c'était un haut fonctionnaire de la France qui a rejoint le FLN. Il est considéré comme un traître. Je dirais jusqu'en 2007, où l'UNESCO a organisé la première fois un colloque sur Frantz Fanon à Paris. C'était organisé par l'UNESCO, mais il semble encore dérangé. Ça rappelle l'actualité, ça rappelle la colonisation israélienne. Fanon, en fait, il faisait l'unanimité chez les révolutionnaires algériens. Il y avait des inimitiés, comme dans chaque révolution. Mais Fanon faisait l'unanimité. Il était aimé aussi bien par les militaires que par les politiques, que par d'abord militant dans le journal Moudjahed. Il était fondateur, il avait une facilité d'écriture, de rédaction. Ensuite, il devient ambassadeur du GPRA. Et quand il tombe malade, très jeune en plus, et d'une intelligence, d'une vivacité, c'est très dynamique. Donc on voulait le sauver coûte que coûte. On voyait d'abord en URSS, après aux USA. Et puis, il écrit à un ami, il est mort en décembre, il lui dit « c'est quand même stupide de mourir ici à Washington au milieu du brouillard, alors que je suis médecin, je savais que j'allais mourir, j'aurais dû mourir au maquis, au fait ». L'intelligence de Fanon, il n'a jamais nommé ni l'Algérie ni la France dans ses livres. Il parlait du statut du colonisateur et du statut du colonisé, et donc c'est valable pour le Sahara occidental ou la Palestine, ça reste... il a théorisé c'est quoi là cliniquement en tant que médecin, en tant qu'humaniste, pour le bien de l'humanité, pour le bien y compris des colonisateurs eux-mêmes. Parce que coloniser, c'est aussi un acte qui n'est pas sain. Qui n'est pas sain. Autant être colonisé que coloniser, c'est pas sain. Et ça crée du désordre psychique et ça fait des dégâts immenses. Fanon a parlé de ça, il a dit, même après les indépendances d'ailleurs. Ça laisse des dégâts incommensurables, en fait. C'est pour re-soigner, repenser les blessures. Il a dit, d'ailleurs, j'ai fini mon film avec cette citation, qu'il fallait penser encore les blessures faites à nos peuples par le déferlement colonialiste pour des années encore. La conscience, célébrée aujourd'hui, une leçon de vie. Frantz Fanon au défi de l'actualité. J'ai lu ce livre, ça m'a éclairé. Il va mettre en place des choses formidables. C'était vraiment très beau à voir. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national. Connais-tu Frantz Fanon? Assez d'années de la terre, cher à Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc, on laisse plus d'un perplexe. Frustration complexe, à bout dans mon cortex. Peau noire, masque blanc, on laisse... J'ai la même vision de la France que Frantz Fanon. Et le petit garçon, brusquement, se demande, mais avant, Schœlcher, qu'est-ce qu'il y avait avant, dont on ne m'a jamais parlé, ni dans la famille, ni à l'école. Et c'était l'esclavage. J'ai compris pour la première fois que l'on me racontait une histoire qui s'inscrivait sur un déni, que l'on m'indiquait un ordre des choses falsifié. J'ai continué à jouer, à faire du sport, à aller au cinéma, mais rien n'était plus pareil. C'est comme si j'ouvrais mes yeux et mes oreilles. Fanon, comme beaucoup d'Antillais, à 17 ans, c'est très jeune, il s'engage. C'est quand il rejoint son bataillon qu'il comprend que tous les Antillais sont discriminés de par leur couleur de peau. Ça, c'était une de ses premières prises de conscience. Et sa lettre à ses parents en a été l'aboutissement. 1 an que j'ai laissé Fort-de-France. Pourquoi ?
pour défendre un idéal obsolète. Ne dites jamais il est mort pour la belle cause, je me suis trompé. Rien ici, rien qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout. Mais que sont l'enthousiasme et le souci de l'homme si journellement la réalité est tissée de mensonges, de lâcheté, du mépris de l'homme? La violence et la haine ne sauraient constituer un programme. Ce qui me choque ici dans ce lit, au moment où je sens mes forces s'en aller, ce n'est pas de mourir, mais de mourir à Washington de leucémie aiguë, alors que j'aurais pu mourir il y a 3 mois face à l'ennemi. Nous ne sommes rien sur cette terre si nous ne sommes d'abord les esclaves d'une cause, de la cause des peuples, la cause de la justice et de la liberté. Conscientiser, c'est s'humaniser et percevoir sa propre existence et celle de l'autre. Une conscience morale, celle qui porte haut les valeurs humaines. Sans elle, cette conscience, le monde serait pire que ce que l'homme en a fait. C'était Trésor d'Afrique, rendez-vous la semaine prochaine. Ifriqiya FM, la voix africaine. Thank you.